Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 10e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, nous avons une question de quelqu'un que je connais bien, quelqu'un qui est abonné à la chaîne. Donc, on va parler un peu plus de ce qui est en matière de fonds, les fonds mutuels, les fonds négociés en bourse, les fonds indiciels, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut utiliser ça, et également on va regarder avec ARK Invest quelques fonds qui semblent intéressants là, dans le marché actuel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Charles-Olivier Sylvestre, gradué de l'Université McGill en 2015 de la Faculté de médecine. Également, j'ai mon cours comme courtier en placement, donc de plein exercice. J'ai fait donc mon cours. Je suis également courtier immobilier chez Remax. J'ai dû choisir entre les deux licences, entre l'AMF et l'OASIC. J'ai choisi donc d'aller avec l'OASIC. Mais je suis investisseur du marché boursier depuis maintenant 5 à 10 ans. Et depuis les 3-4 dernières années, là, c'est donc devenu ma source principale de revenus. Donc, je fais cette chaîne-là pour vous partager, en fait, là, ce que je fais et ce que je regarde, ce que je fais tous les jours et, entre autres, pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, qu'est-ce qu'un fonds principalement? Nous avons les fonds négociés en bourse, aussi appelés ETF, Exchange Traded Funds. Nous avons également les fonds communs de placement. Donc, les fonds communs de placement, c'est quelque chose que, entre autres, vous pouvez acheter là, dans n'importe quelle banque. Ce que ça représente, en fait, les deux sortes de fonds, c'est des paniers d'actions. Ils vont mettre plusieurs actions là-dedans de différentes compagnies et il peut y avoir aussi des titres à revenu fixe, là, certificats de placement garanti pour diminuer le risque ou qui garantit un certain intérêt. En ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter ça. Les taux d'intérêt sont tellement bas. Et quand les taux d'intérêt montent, ben c'est vraiment pas bon pour ces fonds-là. Donc, fonds commun de placement, qu'est-ce que ça représente? En gros, fonds commun et fonds négociés en bourse, ETF, FNB. FNB et ETF, c'est la même chose, là. Donc, ça nous offre une diversification pour quelqu'un qui a peut-être pas un énorme montant à investir. Quelqu'un qui a, mettons, 1 000 $ et qui ne veut pas se permettre d'acheter une action d'Amazon à 3 000 $, une action de Google à 1 700 parce qu'il y a juste 1 000 $. Et aussi, il faut penser aux frais, là. Donc, en termes de quand on gère notre propre portefeuille, il y a des frais de transaction. Donc, moi, personnellement, à chaque fois que j'achète une action ou je passe un ordre d'achat, là, que ce soit une action ou 5 actions, ça n'a pas d'importance. Tant que c'est fait dans la même transaction, ça me coûte, de mémoire, là, c'est 7 ou 7,99 par transaction, donc à l'achat et à la vente. Les fonds négociés en bourse, les fonds mutuels, ce qui peut être intéressant, c'est que ça nous donne accès à une bonne diversification. On peut avoir accès à plusieurs actions juste en achetant un fonds, le même fonds. Donc, ça peut être intéressant, comme je dis, quand on est plus limité là, en termes d'investissement ou qu'on commence. Également, ça diminue notre risque parce qu'on est tellement diversifié qu'une action a moins de pouvoir, a moins la capacité de faire planter notre portefeuille si ça ne va pas bien. Mais l'inverse est également vrai. On est tellement diversifié que les meilleurs performent bien, les moins bons performent moins bien, puis ça vient comme balancer un petit peu notre portefeuille, donc ça vient limiter nos gains également. Ça limite notre risque, mais ça limite nos rendements. Ça peut être bon pour des gens qui ont une tolérance au risque qui peut être plus modérée ou faible, tandis que avoir certaines actions, avoir les actions, les joueurs les plus performants, ben ça va peut-être impliquer un risque un peu plus élevé, mais des rendements beaucoup plus élevés également. Et c'est ce qu'on voit présentement, là, le marché semble changer.
Par exemple, là, au niveau du SP500 ici, les 500 plus grandes compagnies américaines, ce qu'on voit, c'est que ceux qui tirent les autres vers le haut, c'est Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple. Et ce qui arrive, bon, Tesla maintenant également, qui vient d'être ajouté là, dans l'index. C'est très récent, ça s'est passé en décembre. Là. Donc, voilà, ça peut être différentes façons de voir les choses, mais les fonds, c'est principalement pour des gens qui ont peut-être un moins gros montant à investir et une tolérance au risque qui est plus faible. Donc, comparant un à l'autre, les fonds mutuels, souvent, vont avoir un frais de gestion qui peut être un peu plus élevé, là, mettons, disons, 4 ça peut être à l'achat, ça peut être à la vente, ça peut être quand ils rebalancent le fonds. Donc, ça peut être chargé à différents moments. Souvent, ça va être un peu caché, ces frais-là, donc c'est important de le demander, c'est important de vous informer. Disons, un frais de 4 bien, ça voudrait dire que si vous investissez 1000 il va y avoir 40 qui va aller pour le gestionnaire du portefeuille et il va y avoir 960 que réellement vous allez investir. Tandis que les FNB, les fonds négociés en bourse, les ETF, c'est des titres que vous pouvez acheter vous-même sur le marché plus facilement à n'importe quelle heure là, entre les heures d'ouverture du marché, donc de 9h30 le matin à 4h le soir. Vous pouvez l'acheter à n'importe quelle seconde, vous pouvez le vendre à n'importe quelle seconde. Et ça également, ça représente une bonne diversification. Là. Donc, c'est un fonds qui consiste en plusieurs actions. Donc, le FNB ETF est beaucoup plus liquide qu'un fonds mutuel. Le fonds mutuel, c'est le prix est évalué une fois par jour, donc après la fermeture du marché. C'est juste là que vous pouvez le vendre ou en acheter. Et ça peut prendre des fois quelques jours avant que l'argent soit transféré dans votre compte chèque. Donc, c'est un peu moins accessible. C'est quand même pas la fin du monde. Là, si ça vous dérange pas d'attendre une semaine, quelques jours avant de revoir votre argent, ça dérange pas grand-chose. Mais comme je dis, le ETF FNB, c'est beaucoup plus liquide. Vous l'avez directement là, dans votre compte au moment de la vente, donc à n'importe quelle seconde ou minute dans les heures d'ouverture du marché du lundi au vendredi. Et également, les frais de gestion sont plus faibles quand on parle de ETF. Il y a des ETF qui peuvent être faits pour n'importe quoi, mais il y a des fonds indiciels qu'on appelle. Donc ça représente un index. Donc, les index, c'est des indicateurs du marché. Ça nous indique là, où on en est. Donc, on peut compter le Dow Jones, le SP500, le Nasdaq, qui sont les trois plus gros qu'on peut voir le plus souvent à la télévision. On a le TSX, qui est la bourse de Toronto. Donc, si on parle là, ici du SP500, j'ai sorti un article. Ça nous donne la représentation, les proportions de chaque compagnie dans les 500 compagnies. Donc, il y a différents groupes, donc Technologies, Services, Basic Materials, Healthcare. On a Industrial Goods, Utilities, Consumer Goods, Financial. Donc, on a plusieurs secteurs. Donc, déjà là, on a une diversification, non seulement dans un même secteur de différentes compagnies, mais on est vraiment diversifié à travers plusieurs secteurs. On voit que les plus gros carrés là, ou rectangles représentent, c'est ceux qui influencent le plus l'indice, mais c'est aussi ceux qui composent une plus grande quantité de l'index. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un fonds indiciel qui représente le SP500, eux, ils vont aller acheter les compagnies en gardant les mêmes proportions. Donc, disons que Amazon représente 5% de tout le SP500. Apple, même chose, Google, Microsoft. Mettons que
À eux trois, ils représentent 20% de tout le SP500. Bien, ça va représenter 20% du fonds ETF que vous achetez. Donc, vous allez avoir plus d'actions de ces compagnies-là et moins d'actions de compagnies plus petites, là, Disney, qui est quand même plus grosse que certains autres, là. Donc, on a JP Morgan, Berkshire Hathaway. Donc, ceux-là sont des plus gros. Mais on a des plus petites compagnies, là. Comme je vous dis, là, on a Disney. On peut juste voir Disney par rapport à Amazon. On va avoir plus d'actions d'Amazon d'actions de Disney. Donc, je pense que ça répond bien au qu'est-ce qu'un fonds indiciel. Si on regarde ici, par rapport au fonds indiciel, ça, SPX, ça va représenter le SP500. Ça, c'est vraiment l'indice, d'accord? On va regarder là pour chaque barre égale une semaine. Ça, c'est l'indice, mais l'indice, je ne peux pas l'acheter. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait? C'est qu'ils ont créé un fonds qui représente la même chose. Donc, ici, on a le SPY au lieu du SPX. Et le SPY, c'est un ETF et celui-là, on peut l'acheter. Excusez-moi. Donc, pour 375 US, vous pouvez avoir une action, une part de ce fonds-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va bien vous diversifier à travers tout le marché. On a la même chose pour le Nasdaq, qui est les compagnies technologiques. Donc, Nasdaq, déjà quelque chose qui, selon moi, est un peu plus intéressant. Quand on parle du SP500, on s'attend à des retours annuels en moyenne, si on le garde sur le long terme, de 7 à 8 par année. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, tant mieux. Le Nasdaq c'est les compagnies technologiques, donc il y a plus de potentiel de croissance, ça évolue plus vite, donc ça risque de donner des rendements un peu plus élevés. Donc encore une fois, le Nasdaq, l'indice, ici, on ne peut pas l'acheter. Par contre, il y a un fonds QQQ que lui, on peut l'acheter et qui représente la même chose. Donc encore une fois, pour 312 vous pouvez avoir un titre, une part de ce fonds-là qui représente les compagnies technologiques, donc le Nasdaq. Ça existe la même chose pour le Dow Jones. Vous pouvez trouver un fonds pour le Dow Jones. Il y a même des fonds où est-ce que vous pouvez doubler ou tripler là, le rendement d'un fonds comme ça, donc le QQQ. On aurait, disons, ça c'est une fois, donc pour chaque 1 $ que l'index monte, pas 1 $, mais pour chaque 1% que l'index monte, le fonds va augmenter de 1%. Mais il y en a que c'est des x2, x3, donc pour chaque 1% que l'index augmente, vous allez augmenter de 2% ou de 3%, dépendamment quel fonds vous choisissez. Rendu à ce niveau-là, ça peut donner des rendements beaucoup plus élevés, mais ça donne des risques beaucoup plus élevés également. Et ce n'est pas quelque chose dans le quoi moi j'ai investi. Le fonds du Nasdaq, présentement ici, donc QQQ, c'est un que j'avais au cours de 2020. J'en ai vendu là, vers la fin de l'année. Ce que j'en rachèterais, c'est des fonds qui ne donnent pas des énormes rendements, comme j'ai dit tantôt, 7-8% au niveau du SP500. Nasdaq, ça peut être un peu plus, mais là, on est quand même haut dans le marché. Donc, j'attendrais une baisse là, pour pouvoir en acheter. Quelqu'un qui l'aurait acheté là, dans le bas là, de 2020 au niveau de mars, là, à 163 $ aurait pu le revendre là, à 320 $. Donc, on fait un rendement de 100%. Et moi, je crois que ces fonds-là, on peut en avoir puis en garder au long terme puis se dire, bon, moi, je garde pour 10 ans puis bon, je suis pas mal assuré que ça va suivre le marché. Et sur le long terme, le marché augmente. J'ai pas à m'en occuper, je suis diversifié. Ça ne me coûte pas vraiment de frais là, de plusieurs transactions. Moi, c'est pas mon style. Moi, je constitue mon propre fonds. Donc, je choisis mes propres actions. Un autre fonds que je trouve intéressant, c'est le VXX. Donc, regardez encore ici à quoi le graphique ressemble là, pour 2020, donc à partir d'ici. Si on regarde, ça c'est
le Nasdaq, mais pour être un peu plus précis, là, ici, on a le SP500. Si on regarde le VXX, qui est un fonds qui a été basé sur l'index du VIX, qui est l'indice de volatilité. Donc, encore une fois, le VIX, on ne peut pas l'acheter. On peut juste acheter des options par rapport à ça. Mais le VXX, lui, on peut l'acheter et il représente le VIX. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'indice de volatilité et la volatilité est une corrélation négative avec le marché. Donc, quand le marché monte, la volatilité monte. Excusez-moi. Quand le marché descend, la volatilité augmente. Donc, quand on a eu le petit crash, là, baisse soudaine là, de mars 2020 avec la COVID, ce fonds-là, ici, moi, je n'en avais acheté depuis la fin de 2019, là, autour jusque dans le bas ici. Et quand ça a crashé, eh bien, ce fonds-là a monté en flèche comme une fusée. Donc, moi, je trouve que c'est super intéressant d'avoir une petite proportion de ce fonds-là. C'est un des seuls ETF que j'achète et je l'utilise comme protection contre le marché. Donc, je suis en plus grande portion investie là, dans le marché parce que sur le long terme, ça monte. Je crois que présentement, on va avoir des bons résultats financiers à venir d'ici la fin du mois de janvier, début février. On va avoir des surprises, possiblement des résultats plus élevés que attendus. Donc, les politiques monétaires sont encore favorables, les taux d'intérêt sont bas, les stimulus, on regarde beaucoup avec Joe Biden qui rentre mercredi cette semaine, le 20. Donc, est-ce qu'il va continuer d'injecter de l'argent dans l'économie, des stimulus au niveau des plus petites compagnies, au niveau du système de la santé, au niveau des gens qui ont perdu leurs emplois? Donc, on pense que oui, c'est des choses qui peuvent aider à garder le marché stable. Donc, encore une fois, ce fonds-là, moi, je l'achète quand il est relativement bas. J'en ai acheté un petit peu autour de 16,50. J'en achète pas trop. Présentement, je suis à 2 de mon portefeuille. Mon objectif, c'est 5 de mon portefeuille. Et ça, encore une fois, quand il y a une baisse dans le marché, ben, on vend graduellement. Donc, disons, mon objectif, c'est d'avoir 5 quand que ça monte et que, bon, c'est rendu 6, 7, 8, 9, 10 bien, au fur et à mesure, je récolte les profits. Et ce que je fais, je réachète des actions à prix plus bas parce que c'est des moments où est-ce que le marché a tombé. Donc, c'est des bons moments pour racheter des nouvelles actions et se préparer pour la remontée. Donc, ça, c'est beau pour ces fonds-là. Pour ça, ça va. Est-ce que j'avais d'autres choses? Donc, c'est pas mal ça pour les fonds. Ah oui, je voulais vous parler de ARK Invest. Donc, pour ce qui est des fonds, ici, on a un fonds quand même assez particulier de Cathie Wood que je surveille beaucoup. Cathie Wood et ARK Invest sont une firme là, qui ont créé leur propre ETF, firme de placement, qui... juste placer ça comme ça ici. Donc, voilà. Donc, ils ont créé leur fonds. Ils ont 5 fonds diversifiés dans 5 différents domaines qui sont quand même tout le domaine de la technologie, là, différents sous-secteurs. Et on a également 2 fonds indiciels. Donc, ici, indiciel, c'est qu'on a différents index, comme je vous ai dit, Dow Jones, SP500, Nasdaq, on a le TSX, mais on a des indices qui peuvent représenter des secteurs plus petits, comme ici, on a un secteur, un index qui représente tout ce qui est en matière d'imprimante 3D. Donc, si on regarde ça ici, moi, j'ai des compagnies précisément qui font partie de ça. Si on descend ici, on peut regarder qu'est-ce qu'il constitue. Donc, moi, je possède des parts dans 3D Systems Corp, donc DDD, et que j'avais acheté autour de 10 déjà depuis janvier. Ça l'a triplé. Donc, un rendement de 200 %.
Ici, Exxon aussi, c'est une compagnie que j'avais achetée autour de 9 donc on n'a pas tout à fait doublé, mais presque, depuis le début janvier. Donc, c'est un fonds qui constitue tout ce qui est de l'imprimante 3D. C'est un secteur qui vous intéresse. Moi, je crois que c'est un secteur en émergence, donc ça peut être intéressant. Si on regarde les performances passées, c'est un fonds qui, l'année passée a donné 14%. Et depuis le début de sa création, on retourne environ 5%. Donc, c'est vraiment, selon moi, là, un secteur qui commence à émerger. Donc, ça peut être un moment intéressant pour entrer, mais si on regarde les performances passées, c'est quelque chose dans le passé qui était relativement stable. Maintenant, vu bon, avec la COVID, les États-Unis vont peut-être penser à dépendre moins de la Chine et à être plus autosuffisant. Donc, ça peut être un secteur qui va se développer de façon intéressante. Ici, on a un autre fonds indiciel qui représente l'index donc des compagnies d'Israël, donc les compagnies technologiques d'Israël. Israël est considéré comme un leader en matière d'innovation et de produits technologiques. Donc, encore une fois, bon, on peut voir les performances passées ici. Un fonds qui rapporte depuis le début là, un 10% annuellement. Semble avoir été créé en 2020, mais ici, on voit des données depuis 2018. Donc, c'était relativement stable et c'est ça, là, depuis 2020, ça a quand même une croissance plus importante au niveau technologique. Si on regarde ARK Invest, donc ici, c'est des fonds que je considère comme étant plus intéressants. Et voilà, nous pouvons regarder le premier qui est tout ce qui est en matière d'innovation qui vont venir déranger les marchés ou qui vont venir vraiment changer la façon dont on voit les choses et dont on est habitué. Donc, vraiment des grosses innovations. Un fonds qui donne 40% par année depuis les 3 dernières années, depuis les 5 dernières années. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. L'année passée, il donnait un rendement de 115%. Cathy Wood, la CEO, dit que c'était une année exceptionnelle. Est-ce que ça peut se reproduire? C'est pas impossible, mais elle croit que cette année et l'année prochaine, ça va être plus un rendement autour de 20% pour ce qui est de ce fonds-là. Est-ce qu'elle le dit parce qu'elle veut pas décevoir les investisseurs? Elle aime mieux viser quelque chose de plus réaliste et quitte à surprendre à la positive, de façon positive plutôt que de décevoir. Donc, elle a dit, elle s'attend à un rendement de 20% pour ce fonds-là pour 2021. Qu'est-ce qui compose le fonds? Ici, on a Tesla, donc le premier, Roku, un compétiteur de Netflix, CRISPR, Square, Invitae, Zillow, Baidu. Donc, on est quand même un peu diversifié en termes que, bon, Tesla et Roku, ils font pas du tout la même chose, CRISPR non plus, Square non plus. Donc, on touche à différents secteurs quand on investit dans ce fonds-là, mais on reste quand même dans la technologie et l'innovation. Tesla, compagnie que je possède. CRISPR, donc CRISPR et Tesla font partie de mon top 5 présentement dans les proportions de mon propre portefeuille. Ici, tout ce qui est intelligence artificielle, véhicules autonomes et encore une fois, un peu d'imprimante 3D comme on avait un fonds spécialisé là-dedans. Mais si on investit dans ce fonds-là, on possède des parts et également au niveau de tout ce qui est l'exploration dans l'espace, les satellites. ARK Invest prévoit sortir un nouveau fonds spécifiquement pour tout ce qui est exploration dans l'espace. Mais présentement, ce fonds-ci possède des parts là, dans ce marché-là. Donc, si on regarde ici, 80% l'année passée, 20-30% par année. Donc, on a un petit peu plus bas que le 40 de tantôt. Mais tout ce qui est véhicule électrique, c'est vraiment ce qui va
exploser dans les 20 prochaines années. D'ici 2040, il devrait y avoir 40% là, des véhicules de la planète qui sont des véhicules électriques. Présentement, on est à peu près à 5%, un peu moins. Donc, il va y avoir une énorme croissance à ce niveau-là. Ça va vraiment, là, c'est un secteur dans lequel on veut détenir des parts. C'est vraiment l'avenir. Encore une fois, Cathie Woods parle bon, de 20% pour ses fonds cette année. Ce fonds-là consiste encore une fois de Tesla, Baidu, Google et plusieurs autres. Tesla, Baidu, Google sont des titres que je possède présentement. Ici, on a la prochaine génération d'Internet et ça comprend tout ce qui est blockchain ou Bitcoin. Donc, quelque chose qui peut être intéressant, intelligence artificielle. Les rendements, bon, 123% l'année passée, donc ça semble être le plus gros gagnant. 45%, 43% depuis les 3 et 5 dernières années. À date, dans ce qu'on a regardé, c'est le fonds le plus performant. Et bon, entre autres, ce fonds-là, il consiste encore de Tesla qui fait partie là, de la, je sais pas si on peut appeler ça une course, là, mais de développement de l'intelligence artificielle avec encore une fois, ces véhicules autonomes, mais avec ces véhicules qui vont pouvoir apprendre par eux-mêmes et nous offrir une conduite plus sécuritaire à force qu'on roule sur la route. Donc, toutes les mises à jour et tout leur système. C'est eux qui ont la première chip pour l'intelligence artificielle dans un véhicule. Donc, ils ont annoncé ça. Roku, encore une fois, Grayscale Bitcoin Trust. Donc, pour ceux qui veulent investir dans le Bitcoin, ça peut être dans ce fonds-là ou plus précisément, ça peut être d'acheter cette action-là de cette compagnie-là qui est à 39 $ US présentement. Ça, ils possèdent, eux, plus de 500 000 Bitcoin. Donc, ils ont des milliards de dollars en Bitcoin. Et c'est ça, leur fonds, c'est comme une banque de Bitcoin. Ils conservent ça et ceux qui veulent investir dans le Bitcoin à partir du marché boursier de façon peut-être plus traditionnelle et de façon qu'on connaît mieux, au lieu d'aller downloader une application et d'acheter du Bitcoin à partir de ça avec une carte de crédit, est-ce que la plateforme est légitime? Est-ce que c'est sécuritaire? On ne sait pas tout le temps. Donc, avec ça peut être une bonne façon pour ceux qui sont peut-être plus réticents là, à la façon dont acheter le Bitcoin, mais qui croient quand même là, que c'est une technologie qui va révolutionner le monde. Comme j'ai dit plus tôt, le Bitcoin par rapport au marché financier, ça permet bon, de transférer de l'argent instantanément du Canada à la Russie ou au Japon ou en Afrique sans avoir à passer par les banques et des fois des jours, des semaines et des intermédiaires et payer des frais qui peuvent monter quand même très rapidement. Là, des fois, ça peut avoir jusqu'à des 10% de frais juste si c'est très, très loin ou très compliqué ou dans un système dans un pays où les systèmes financiers sont peu développés. Là, Bitcoin vient régler la question immédiatement. Pas de frais de transaction et la transaction est instantanée. Donc, c'est un peu comme aller porter une lettre au bureau de poste, puis payer, puis d'attendre que la lettre se rende, puis ça serait ce qui est un petit peu plus ancien ou l'équivalent des banques. Et tout ce qui est Bitcoin et crypto-monnaie, monnaie digitale, portefeuille digital en Chine, c'est rendu tout comme ça maintenant. Donc, avec Tencent ici. Donc, portefeuille digital en Chine. C'est l'équivalent, comme je dis, moi, par rapport à aller porter des lettres. Maintenant, on a les courriels, ça rentre, boum, on l'a tout de suite, on envoie ça n'importe où dans le monde, le courriel rentre tout de suite. Il n'y a pas de frais de transaction, il n'y a pas de payer le bureau de poste, il n'y a pas de, tu sais, puis c'est instantané.
Donc, c'est vraiment ce qui s'en vient au niveau financier avec tout ce qui est blockchain et portefeuille digital et Bitcoin en étant le leader. Bitcoin qui représente plus de 70% là, de tout ce qui est monnaie digitale, crypto-monnaie. Si on regarde ensuite un autre secteur que j'adore, tout ce qui est Genomic Revolution, donc tout ce qui est en matière de génome humain. Donc encore leader CRISPR qui fait partie du top 5 de mon portefeuille. On a 122% l'année passée, des moyennes 30, presque 40, 30% par année depuis les 3 à 5 dernières années. Pacific Bioscience, donc une compagnie dont je possède qui a presque doublé depuis le début de l'année que je l'ai acheté. CRISPR également qui a monté, bon, on a 200, ils ont touché 215 $, l'a acheté autour de 120, va bientôt doubler à ce niveau-là. Et d'autres compagnies dans le même secteur. Donc, ça peut être une bonne façon de se diversifier à partir de ça. Donc, ensuite, finalement, le dernier fonds qu'on a ici, bon, FinTech, paiement digital, encore du blockchain, des prêts entre personnes. Donc, encore une fois, on voit que c'est un domaine qui évolue au niveau des finances au lieu d'aller emprunter de l'argent à la banque pour acheter quelque chose. Bien, ce qui s'en vient, c'est qu'on va pouvoir s'emprunter de l'argent entre nous. Au lieu que ce soit la banque qui fasse des intérêts, ça va être le prêteur ou disons que moi, je vous prête de l'argent, c'est moi qui va faire l'intérêt. Et au lieu de payer la banque, ça va être instantané et beaucoup plus accessible, là, beaucoup moins de régulation, de critères à respecter. Donc ici, on a Square, Tencent encore, leader en Chine, Zillow, Pinterest, OK, PayPal, Alibaba, donc un peu l'équivalent d'Amazon, mais en Chine. Cathie Wood, c'est ça, a profité de la baisse d'Alibaba pour augmenter son portefeuille. Donc, je détenais des titres d'Alibaba, ça l'a baissé un peu. Je me suis mis un stop, ça ne l'a pas déclenché, donc ça ne l'a pas vendu là, à mon prix. Ce que je me disais à ce prix-là, j'en veux plus, je m'en débarrasse. Finalement, ça l'a remonté et bon, Cathie Wood a profité de cette baisse-là pour racheter des actions. Donc, il croit qu'il y a un grand potentiel au niveau de Alibaba. Et voilà, c'est ce qui résume donc les 5 fonds. Personnellement, ceux qui m'intéressent le plus, ben en fait, ils sont quand même assez intéressants. Innovation, je pense que c'est un petit peu un regroupement de tout, mais ensuite, si on veut se spécialiser plus, ici, véhicules autonomes, moi j'investis déjà dans Tesla et NIO, BYDDF aussi, qui est une compagnie chinoise. Ici, j'ai Next Generation Internet que je trouve qui peut être assez intéressant. Genomic Revolution, j'ai déjà beaucoup d'actions dans ce secteur-là. Donc, ça me faudrait quelque chose. Est-ce que ça vaudrait la peine que j'achète ce fonds-là? Peut-être pas, mais quelqu'un qui dit, bon, c'est définitivement un secteur intéressant, quelqu'un qui veut pas avoir à sélectionner lui-même ses stocks, peut faire confiance à Cathie Wood. Il dit, bon, elle va choisir les stocks pour moi. Je veux faire partie de ce secteur-là. J'y crois beaucoup d'ici les 5 à 10 prochaines années. Donc, c'est la course contre le cancer, la course la course pour le remède contre le cancer, pour toutes les grosses maladies qui sont fatales. Donc, c'est un secteur très intéressant. Ce sont tous des secteurs dans lesquels j'investis présentement avec mes propres actions. L'idée, c'est qu'en sélectionnant ses propres actions, on peut aller chercher des rendements qui sont plus intéressants. Eux,
qui possèdent ces fonds-là ou qui créent ces fonds-là sont réglementés par beaucoup de contraintes pour protéger le public, pour diminuer le risque, mais en même temps, ça diminue les rendements. Donc, à vous de choisir. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et nous nous reverrons lors du prochain vidéo. Bonne fin de week-end et bon dimanche tout le monde.